Le jour où j'ai découvert que mon pasteur menait une opération de fraude depuis 20 ans depuis le sous-sol de notre église fut le même jour où j'ai réalisé que mon père était mort en croyant à chacun de ses mensonges. Je m'appelle Bradley Moore. Il y a 3 mois, j'étais un directeur de pièces automobiles de 42 ans avec une vie décente à Riverside, Ohio. J'avais un travail stable, une hypothèque que je pouvais gérer, et des dîners dominicaux avec mon fils adolescent. Aujourd'hui, je vous raconte comment le pasteur Dalton Reeves, l'homme qui m'a baptisé, m'a marié, et a enterré mon père, a tout détruit en prêchant le salut. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Le pasteur Reeves n'était pas un charlatan évident avec des dents en or dans un jet privé. Il conduisait une Buick vieille de 10 ans. Il vivait dans un modeste presbytère à côté de l'église. Il rendait visite aux paroissiens mourants à 3 heures du matin et ne se plaignait jamais. Il connaissait le nom de chaque membre, le nom de leurs enfants, leur lutte et leur triomphe. Quand ma mère mourait d'un cancer il y a 12 ans, il est resté assis avec elle pendant des heures à lire les Écritures pendant qu'elle dormait. Je lui faisais confiance. Nous lui faisions tous confiance. C'est cette confiance qui a rendu sa trahison si parfaite. Mon père, Leonard Morse, a bâti un empire de quincaillerie d'une valeur de 8 millions de dollars. 3 magasins à travers l'Ohio. Chacun a été créé de ses propres mains et de sa sueur. Il avait l'habitude de dire, « Bradley, je suis arrivé dans ce pays avec rien d'autre qu'une valise et une prière. Tout ce que j'ai construit, je l'ai construit pour toi et ta sœur. » Mais quand le cancer du poumon s'est emparé de son corps, quand la morphine a obscurci son esprit, quand la mort a frappé à sa porte, le pasteur Reeves l'a convaincu de changer son testament. 8 millions de dollars pour l'église. Rien pour ses enfants. L'œuvre de Dieu passe avant tout, a prêché Reeves aux funérailles de mon père pendant que j'étais assis sur le dernier banc, regardant descendre le cercueil d'un homme qui avait été escroqué sur son lit de mort. 6 semaines plus tard, j'étais sans abri. Les avocats de la succession m'ont expulsé de la maison de mon enfance. Ma femme m'a quitté. J'ai perdu mon travail parce que je ne pouvais pas me concentrer, pas fonctionner, pas comprendre comment la signature d'un homme mourant pouvait effacer une vie de promesse. Alors, une nuit glaciale de janvier, désespéré de trouver de la chaleur, je me suis introduit par effraction dans le sous-sol de l'église par la même fenêtre que j'avais utilisée enfant pendant les sermons ennuyeux. Je m'attendais à trouver de vieux fournitures de l'école du dimanche et des recueils de cantiques moisis. Au lieu de cela, derrière un faux mur, j'ai trouvé des classeurs remplis des noms de paroissiens décédés. 17 personnes âgées qui avaient mystérieusement tout laissé à l'église méthodiste de Riverside. 40 millions de dollars qui n'ont jamais atteint un voyage missionnaire ou un fonds de construction. 3 frères menant une arnaque si élaborée, si cruelle qu'elle m'a coupé le souffle. Le dossier de mon père était là, étiqueté comme une transaction commerciale. Leonard Morse, cible acquise. Valeur nette 8,2 millions. Vulnérabilité émotionnelle extrême. Ils avaient des graphiques documentant son déclin mental. Des photos de lui signant des documents à peine conscients. Des enregistrements audio du pasteur Reeves le cochant pour le Nouveau Testament, la voix de mon père, pâteuse à cause des médicaments, demandant « Et Bradley ?» Et Reeves répondant « Bradley comprendra. Il s'agit de ton héritage éternel. » Mais voici ce que ces criminels ne savaient pas à propos de Bradley Morris. Avant de gérer des pièces automobiles, avant de travailler dans les magasins de mon père, j'ai passé 5 ans comme consultant en informatique. Je savais comment copier des disques durs, télécharger des fichiers sur le cloud, et m'assurer que les preuves existaient en tant d'endroit qu'aucun avocat, aucune menace, aucune somme d'argent ne pourrait les faire disparaître. Alors, pendant que le pasteur Dalton Reeves dormait dans son modeste presbytère, rêvant de la fortune qu'il avait volée à des croyants mourants, j'étais assis dans son bureau secret au sous-sol, téléchargeant 20 ans de preuves sur des serveurs à travers le globe, des relevés bancaires montrant des transferts vers les îles Caïmans, des vidéos de lui trinquant au champagne à la mort de mon père, des documents détaillant leur prochaine cible avec des notes comme Ethel Crenshaw, 89 ans, démence progressive, initier le combat, phase finale. La clé USB dans ma poche contenait tout, mais plus important encore, l'unité de cybercriminalité du FBI avait déjà des copies, grâce au téléchargement que j'avais effectué en utilisant la propre connexion Internet de l'église. Il y avait une justice poétique là-dedans, utiliser le Wi-Fi de l'église pour exposer les démons qui en avaient fait leur terrain de chasse. Quand les sirènes de la police ont commencé à retentir à l'extérieur de l'église méthodiste de Riverside à 3 heures du matin. Quand le pasteur Reeves a trébuché dans son sous-sol pour me trouver assis à son bureau avec ses crimes étalés devant moi comme le pain de communion.
quand son visage est passé de la confusion à la reconnaissance, puis à la terreur pure, c'est là que j'ai prononcé les seuls mots qui comptaient. Mon père est mort en croyant que vous étiez un homme de Dieu. Ce soir, tout le monde saura exactement ce que vous êtes. C'est cette histoire. Chaque mot est vrai, et quand j'aurai fini de la raconter, vous comprendrez pourquoi parfois le plus grand acte de foi est d'exposer ceux qui l'exploitent. Grandir à Riverside, Ohio, signifiait que 3 choses étaient certaines. Les étés étaient humides, les hivers étaient brutaux, et les dimanches appartenaient à Dieu. Mon père, Leonard Morse, s'assurait de cette dernière. Chaque dimanche matin, quoi qu'il arrive, la famille Morse occupait le 3e banc de l'église méthodiste de Riverside, assez près pour entendre chaque inflexion de la voix du pasteur Dalton Reeves, mais assez loin en arrière pour maintenir ce que mon père appelait une humilité convenable. Leonard Morris n'est pas né dans l'argent. Il est arrivé en Ohio depuis la Pologne en 1963 avec $12 et une détermination qui pouvait déplacer des montagnes. Il a commencé par balayer les sols dans une quincaillerie du centre-ville, à étudier l'anglais la nuit, et à économiser chaque centime qui n'allait pas au loyer ou au pain. Au moment de ma naissance en 1982, il possédait ce magasin. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, il en possédait 3. Moores Hardware est devenu une institution régionale, l'endroit où les entrepreneurs avaient confiance et sur lequel les propriétaires comptaient. Travaille dur, fais confiance à Dieu, prends soin de ta famille, disait mon père, généralement en m'apprenant à mélanger de la peinture ou à couper du bois à l'arrière du magasin numéro 1. Ce sont les piliers d'une bonne vie, Bradley. Ma mère, Ruth, adoucissait ses angles. Là où Léonard n'était que business et discipline, Ruth était chaleur et musique. Elle jouait du piano pour la chorale de l'église, préparait des biscuits pour chaque collecte de fonds, et a réussi à convaincre mon père de prendre ses dimanches après-midi de congé. Elle préparait un rôti de bœuf pendant que Léonard lisait le journal et que ma petite sœur Mélodie pratiquait le violon. Ces moments à la table de la cuisine avec la vapeur de la sauce embrumant les fenêtres et Ruth fredonnant des hymnes, c'étaient les moments où Léonard parlait de l'avenir. Mélodie épousera probablement un artiste et déménagera en Californie, disait-il avec une déception feinte qui cachait à peine sa fierté. Mais toi, Bradley, tu comprends les affaires. Un jour, tout cela sera à toi. Tu t'occuperas des choses. Mélodie a bien déménagé, mais à Seattle, pas en Californie, où elle est devenue graphiste. Elle a épousé un développeur de logiciels nommé Patrick et a eu des jumeaux. Elle venait nous voir 2 fois par an, envoyant des cartes entre-temps avec des photos de sa vie parfaite dans le nord-ouest du Pacifique. Puis Ruth est tombée malade. Cancer du pancréas, stade 3 quand ils l'ont découvert. Le diagnostic est tombé en janvier 2012. Elle est partie en juin. La dernière chose qu'elle m'a dite, en serrant ma main dans le lit d'hôpital pendant que Léonard sortait pour se disputer avec les compagnies d'assurance, était « Prends soin de ton père, Bradley. Il va être perdu sans moi. » Elle avait raison. Léonard a vieilli de 5 ans en 5 mois. Ses cheveux sont devenus complètement blancs. Il a arrêté de manger à moins que j'apporte de la nourriture à son bureau. Il s'est jeté dans le travail avec une fureur qui inquiétait tout le monde, développant l'entreprise comme si le mouvement pouvait distancer le deuil. Mais chaque dimanche, il s'asseyait toujours sur ce 3e banc, maintenant avec seulement moi à ses côtés, fixant l'endroit où Ruth avait l'habitude de s'asseoir. C'est alors que le pasteur Dalton Reeves est intervenu. Il a commencé à visiter la maison le mardi soir, apportant des gratins que sa femme avait préparés, s'asseyant dans le bureau de Léonard, discutant des Écritures et sirotant du brandy. Reeves avait 60 ans à l'époque, près d'une décennie de moins que mon père, avec des cheveux argentés qui semblaient distingués plutôt que vieux, et une voix qui pouvait rendre des listes de courses profondes. Il était notre pasteur depuis 15 ans, nous avait baptisé Mélodie et moi, avait célébré mon mariage avec Denise, béni mon fils Trevor à sa naissance. Ton père a besoin de conseils spirituels à travers cette vallée, m'a dit Reeves un soir alors que je le raccompagnais à sa voiture. Le deuil peut faire perdre leur chemin aux hommes. J'étais reconnaissant. Puis Léonard a recommencé à manger, a recommencé à sourire occasionnellement. Il a donné de l'argent pour refaire le parking de l'église en mémoire de Ruth. Puis il a financé de nouvelles robes de chorale parce que Ruth avait aimé la chorale. Puis ce furent des vitraux, un voyage missionnaire pour les jeunes, un nouveau système de sonorisation. Les dons devenaient plus importants à mesure que Léonard vieillissait, mais je me disais que c'était son argent, sa façon d'honorer Ruth. Denise pensait différemment. Ton père donne ton héritage à cette église, disait-elle après avoir vérifié nos propres finances en difficulté. Le fonds d'études de Trevor est vide,
tandis que ton père finance des retraites de prière. Il a bâti cette fortune. Il peut la dépenser comme il veut, répondais-je, bien que le doute me rongeait quand je remarquais la nouvelle montre du pasteur Reeves, la nouvelle voiture de sa femme, les mystérieuses conférences d'église en Floride et en Arizona. Au moment où Léonard a eu 81 ans, je travaillais comme directeur général des 3 magasins, faisant des semaines de 60 heures pour maintenir l'entreprise florissante tandis que la santé de Léonard déclinait. Son arthrite rendait difficile la tenue d'un marteau. Sa mémoire commençait à flancher, oubliant les noms de fournisseurs qu'il connaissait depuis 40 ans. Mais il n'oubliait jamais l'église, n'oubliait jamais les visites du pasteur Reeves, n'oubliait jamais de signer ses chèques de plus en plus importants. « Dieu a été bon avec nous, Bradley, disait-il. Nous devons redonner. » J'aurais dû le voir alors. J'aurais dû reconnaître le schéma. Mais j'étais trop occupé à gérer les stocks, à m'occuper des employés, à maintenir l'entreprise à flot, tandis que mon père dérivait de plus en plus sous l'influence de Reeves. Je me disais que c'était temporaire, que Léonard retrouverait la raison, se souviendrait de ses promesses sur l'héritage familial. Je me suis trompé, et cette erreur allait tout me coûter. L'appel est arrivé un jeudi après-midi en octobre. Je négociais avec un fournisseur de bois quand mon téléphone a sonné. Le docteur Wendell Reeves, le frère du pasteur Reeves, qui était récemment devenu le médecin traitant de mon père, a annoncé la nouvelle avec un détachement clinique. Bradley, ton père a un cancer du poumon de stade 4. Nous envisageons 3 mois, peut-être moins. J'ai tout laissé tomber et j'ai conduit jusqu'au centre médical. Léonard était assis dans la salle d'examen, plus petit que je ne l'avais jamais vu, étudiant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. 60 ans à respirer de la sueur m'ont finalement rattrapé, a-t-il dit sans lever les yeux. Le médecin dit que ça s'est propagé partout. Foie, os, cerveau. Le docteur Wendell Reeves se tenait dans le coin, prenant des notes sur son presse-papier. Quelque chose dans sa présence semblait faux, calculé, mais le deuil a obscurci mon jugement. Nous commencerons immédiatement les soins palliatifs, a-t-il dit. Je superviserai personnellement tout. Ton père mérite le meilleur. En quelques jours, notre maison s'est transformée en un établissement médical. Lit d'hôpital dans le salon, bouteille d'oxygène, perfusion de morphine, infirmière 24h24. Léonard a insisté pour rester à la maison, et j'ai réemménagé dans ma chambre d'enfant pour être près de lui. Denise était furieuse. Nous avons notre propre maison, Bradley. Trevor a besoin de son père là-bas. Pas en train de jouer les infirmières pour un homme qui reconnaît à peine notre existence. Mais je ne pouvais pas le laisser. Pas comme ça. Pas quand chaque respiration laborieuse pouvait être la dernière. Le pasteur Reeves a commencé à venir quotidiennement. Il s'asseyait au chevet de Léonard pendant des heures, lisant les Écritures, priant, chuchotant des choses que je ne pouvais pas entendre. Léonard hochait faiblement la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je veux faire la paix avec Dieu », disait-il quand j'apportais ses médicaments. Le pasteur dit que je n'ai pas assez donné, que je n'ai pas montré une vraie foi. « Papa, tu as donné des centaines de milliers à cette église, lui ai-je rappelé. »« L'argent n'est pas la foi », répondit Léonard, répétant des mots qui semblaient appris par cœur. Le pasteur dit que la vraie foi signifie une reddition complète. 2 semaines avant la fin, je suis rentré plus tôt du magasin pour trouver une scène qui brûle encore dans ma mémoire. Le pasteur Reeves, le docteur Wendell Reeves et un 3e homme que je ne reconnaissais pas se pressaient autour du lit de Léonard. Des documents couvraient les couvertures. Léonard, à peine conscient à cause de la morphine que le docteur Wendell avait administrée 1 heure plus tôt, signait des papiers d'une main tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je exigé, me frayant un chemin jusqu'au lit. Le 3e homme se leva, ajustant son costume cher. « Jérôme Reeves, avocat. Ton père met à jour sa planification successorale. » Reeves. Un autre frère ? Cousin, corrigea le pasteur Reeves, posant une main protectrice sur l'épaule de Léonard. Ton père nous a appelés ici, Bradley. Il veut s'assurer que son héritage honore Dieu. J'ai saisi les papiers, les parcourant rapidement. Dernier testament. Tout. L'intégralité du patrimoine de 8 millions de dollars, les 3 magasins, la maison, les investissements, tout allant à l'église méthodiste de Riverside. Mon nom apparaissait une fois, héritant de l'alliance de ma mère. Mélodie recevait son piano. Papa, réveille-toi. J'ai secoué l'épaule de Léonard. Comprends-tu ce que tu signes ?
Les yeux de Léonard s'ouvrirent en vacillant, flous, les pupilles dilatées. L'œuvre de Dieu passe avant tout, marmonna-t-il. Le pasteur dit que c'est le chemin de la rédemption. Ruth attend au paradis. Il n'est même pas compétent pour signer ça, ai-je crié à Jérôme. Il est complètement drogué. Jérôme a produit un autre document. Évaluation de la compétence mentale réalisée ce matin par le docteur Wendell Reeves. Complètement légal et contraignant. Son frère. Vous avez fait déclarer son frère qu'il était compétent. C'est de la fraude. Le pasteur Reeves s'est interposé entre nous, sa voix baissant jusqu'à un murmure menaçant. Ton père fait un choix, Bradley. Un choix sacré. Je détesterais que ces derniers jours soient remplis de conflits parce que son fils ne pouvait pas respecter ses souhaits. Vous voulez dire que vous détesteriez perdre votre pactole de 8 millions de dollars? Ai-je grogné. C'est de la diffamation, intervint Jérôme. Je pourrais vous poursuivre pour diffamation dès maintenant. Le docteur Wendell a vérifié sa montre. Léonard a besoin de repos. Ce stress n'est pas bon pour son état. Il a ajusté la perfusion de morphine, augmentant le débit. En quelques secondes, la respiration de Léonard s'est approfondie, sa conscience s'estompant. Sortez, ai-je ordonné. Sortez tous de la maison de mon père. Techniquement, dit Jérôme en rassemblant les documents signés, ce n'est plus la maison de ton père. Elle appartient à sa succession, qui appartiendra bientôt à l'Église. Mais ne t'inquiète pas, nous ne ferons pas valoir cela avant après les funérailles. Le pasteur Reeves s'est arrêté à la porte, son masque de compassion parfaitement en place. Je prierai pour que ta colère s'apaise, Bradley. Ton père a trouvé la paix dans son dernier don. Peut-être qu'un jour tu comprendras. Après leur départ, j'ai appelé Mélodie à Seattle. Ils volent tout, lui ai-je dit. Laisse-les faire, répondit-elle, la voix fatiguée. Je ne veux pas d'argent gagné grâce à l'obsession de papa pour cette église. Patrick et moi nous débrouillons très bien. Il ne s'agit pas de l'argent, Mel. Il s'agit d'eux qui profitent d'un homme mourant. Alors bats-toi. Mais Bradley, je ne reviendrai pas pour ça. J'ai dit au revoir à papa il y a des années quand il a choisi ce pasteur plutôt que sa famille. J'ai engagé un avocat le lendemain, dépensé 5 000 $ que je n'avais pas en honoraires. Il a examiné les documents et a secoué la tête. Ils ont tout couvert. L'évaluation de la compétence, les témoins, l'authentification. Ton père avait une maladie en phase terminale mais n'a pas été déclaré légalement incompétent. Le testament est inattaquable. Léonard est mort 48 heures plus tard, sans jamais reprendre vraiment conscience. Son dernier mot cohérent fut « pasteur », appelant Reeves, pas son fils, qui lui avait tenu la main pendant 3 mois. Je suis resté à son chevet alors qu'il rendait son dernier souffle, me demandant s'il avait jamais réalisé ce qu'il lui avait fait, ou s'il était mort en croyant qu'il avait acheté son billet pour le paradis avec de l'argent destiné à ses enfants. Les funérailles étaient une performance, et le pasteur Dalton Reeves en était la star. Il se tenait à la chaire dans son plus beau costume noir, les larmes coulant sur son visage alors qu'il parlait de l'acte de foi ultime de Léonard Morse. Derrière lui, un écran de projection affichait des photos de mon père, soigneusement sélectionnées pour le montrer à des événements de l'église, jamais dans les quincailleries qu'il avait bâties de ses propres mains. Léonard Morris a compris ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au paradis », a proclamé Reeves. Dans ces derniers jours, le frère Léonard a choisi le ciel plutôt que la terre, la gloire éternelle plutôt que la richesse temporaire. Son don généreux construira le centre communautaire Léonard Morris, où l'œuvre de Dieu se poursuivra pour les générations à venir. J'étais assis sur le dernier banc, aussi loin que possible du spectacle, les regardant descendre le cercueil de mon père dans le sol gelé. Les membres de l'église chuchotaient en passant, sans prendre la peine de baisser la voix. Honteux comment le fils se comporte. La cupidité rend les gens laids. Le pasteur dit qu'il a menacé de violence. Denise n'est pas venue. Elle avait demandé le divorce le lendemain de la mort de Léonard, affirmant qu'elle ne pouvait pas me voir détruire notre famille pour un combat que j'avais déjà perdu. Trevor, notre fils de 16 ans, s'est assis à côté de moi pendant 10 minutes avant que sa mère ne lui envoie un texto pour qu'il sorte. Je suis désolé pour grand-père, papa, a-t-il dit en me serrant l'épaule. Maman dit que nous déménageons chez grand-mère. Elle dit que tu as besoin de régler tes problèmes. En 6 semaines, ma vie s'est complètement délitée.
Les avocats de la succession ont envoyé un avis d'expulsion pour la maison familiale. 30 jours pour quitter les lieux. Les quincailleries ont été vendues à une chaîne nationale pour une liquidation rapide. Mon poste de directeur général a été immédiatement supprimé. Pas d'indemnité de départ puisque j'avais techniquement été un employé de Léonard, pas de la société. Les cartes de crédit professionnelles que j'avais utilisées pendant 15 ans ont été annulées. Mes économies personnelles, environ $8 000, sont allées à des avocats qui m'ont finalement dit que l'affaire était ingagnable. J'ai d'abord emménagé dans un motel, puis dans mon camion quand l'argent s'est épuisé. Le Ford F-150 est devenu ma maison, garé dans différents parkings chaque nuit pour éviter la police. Je me douchais à la salle de sport jusqu'à ce que mon abonnement expire. Je mangeais à la soupe populaire gérée par, ironiquement, une autre église méthodiste de l'autre côté de la ville. Mon téléphone a été déconnecté. Ma vie réduite à un sac de couchage et au restaurant rapide qui me laissait utiliser leur Wi-Fi. Janvier en Ohio est brutal quand on vit dans un véhicule. La nuit où la température est tombée à moins 10 degrés, j'ai su que je devais trouver un abri où mourir. Les refuges étaient pleins et j'avais épuisé la patience de tous mes amis avec ma colère et mes théories du complot sur l'église. C'est alors que je suis passé devant l'église méthodiste de Riverside à 2 heures du matin. Le bâtiment était sombre, vide, se moquant de moi avec sa chaleur. Je me suis souvenu du loquet cassé de la fenêtre du sous-sol, celui derrière les rosiers dormants. Il y a 25 ans, mon ami Kyle et moi l'avions découvert pendant l'école biblique de vacances. Nous nous faufilions en bas pendant les sermons pour jouer avec les jouets donnés stockés au sous-sol. Personne ne l'avait jamais réparé parce que personne ne savait qu'il était cassé. La fenêtre s'est ouverte facilement, des décennies de peinture s'écaillant alors que je poussais. Je me suis glissé dans l'obscurité, utilisant la lampe de poche mourante de mon téléphone pour naviguer. Le sous-sol avait changé, rénové depuis mon enfance. Du placo neuf recouvrait le mur du fond où se trouvaient autrefois des étagères de décoration de Noël. Les vieux canapés du groupe de jeunes restaient, poussiéreux, mais intacts. Je me suis effondré sur l'un d'eux, serrant mon manteau, enfin au chaud pour la première fois depuis des jours. Le sommeil ne venait pas. Quelque chose à propos du nouveau mur me dérangeait. Pourquoi rénover juste cette section? Je me suis levé, passant mes mains le long du placo et j'ai trouvé ce que je cherchais. Une jointure soigneusement cachée mais détectable. Une porte. Il me restait 2% de batterie sur mon téléphone. Je l'ai utilisé pour éclairer le clavier numérique à côté de la porte cachée. Moderne, électronique, cher. Pourquoi un sous-sol d'église avait-il besoin d'une pièce secrète avec des serrures numériques? J'ai essayé des combinaisons évidentes. La date de fondation de l'église, l'anniversaire du pasteur Reeves, des nombres bibliques. Rien n'a fonctionné. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Des années auparavant, j'avais aidé l'église à installer leur nouveau système informatique. Le pasteur Reeves, technologiquement inepte, m'avait demandé de créer tous ces mots de passe. Il les voulait tous identiques pour plus de simplicité. Fais en sorte que je m'en souvienne, avait-il dit. J'avais utilisé Ruth 0612, d'après la date de décès de ma mère, lui disant que cela honorerait sa mémoire. Il avait eu les larmes aux yeux, m'avait serré dans ses bras, disant que j'étais un bon fils. J'ai tapé RUTH 0612. La serrure s'est ouverte. Le couloir étroit menait à une pièce qui ne devrait pas exister. Des lumières à détecteur de mouvement se sont allumées, révélant un bureau plus élaboré que celui de n'importe quel PDG. Des classeurs bordaient 3 murs. Un bureau massif contenait 4 moniteurs d'ordinateur. Des flux de caméras de sécurité montraient divers endroits que je n'ai pas immédiatement reconnus. Un petit réfrigérateur bourdonnait dans le coin, et à côté, un coffre-fort qui semblait pouvoir résister à une explosion nucléaire. Mon téléphone est mort, mais la pièce avait de l'électricité. J'ai trouvé un chargeur dans le tiroir du bureau, je l'ai branché et j'ai commencé à enquêter. Le classeur le plus proche était étiqueté avec des années, 2005, 2010. À l'intérieur, des dossiers Manila avec des noms et des photos. Ethel Crenshaw, 89 ans, veuve, valeur nette 1,2 million. Harold Beckman, 84 ans, début de démence, 2,4 millions d'actifs. Chaque dossier contenait des dossiers médicaux, des relevés financiers, des arbres généalogiques avec certains membres entourés en rouge, et des notes manuscrites dans l'écriture distinctive du pasteur Reeves. Fille éloignée, vit à Portland, aucun contact depuis 5 ans. Candidate parfaite.
Phil toxicomane. Facile à discréditer s'il conteste. Petits-enfants ignorent l'héritage. Maintenir la distance. Mes mains tremblaient en ouvrant le classeur 2020 à 2025. Là, à l'avant, se trouvait le dossier de mon père, plus épais que les autres, plus détaillé, plus calculateur. Des photos de lui à différents stades de deuil après la mort de ma mère. Des dossiers médicaux du docteur Wendell Reeves suivant son déclin mental avec une précision clinique. Des relevés bancaires surlignés pour montrer la valeur nette exacte. Et une chronologie écrite de la main du pasteur Reeves intitulée « Stratégie d'acquisition ». Phase 1, augmenter les visites pastorales après la mort de Ruth, créer une dépendance émotionnelle. Phase 2, introduire la dîme comme chemin vers le récit de la réunion au paradis. Phase 3, le docteur Wendell devient le médecin traitant, contrôler le récit médical. Phase 4, le diagnostic terminal crée l'urgence, accélérer la modification du testament. Phase 5, compléter le transfert avant que l'incompétence mentale ne devienne indéniable. En bas, une note datée de 2 jours après les funérailles de mon père. Acquisition Léonard Maurice terminée. 8,2 millions bruts. Après dépenses opérationnelles, bénéfice net, 7,1 millions. Plus grande acquisition unique à ce jour. Dîner de célébration prévu. Je me suis enfoncé dans le fauteuil du bureau, submergé par l'ampleur de leur crime. Il ne s'agissait pas seulement de mon père. C'était systématique, organisé, maléfique, enveloppé dans une rhétorique religieuse. Les moniteurs d'ordinateur se sont animés quand j'ai bougé la souris. Aucun mot de passe requis. Ils étaient déjà connectés. L'arrogance de leur sécurité avait du sens. Qui trouverait jamais cette pièce? L'écran montrait des comptes bancaires, des portefeuilles d'investissement, des titres de propriété, et ces flux de caméras de sécurité que j'avais remarqués plus tôt. Maintenant, je les reconnaissais. Maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, hôpitaux. C'étaient des terrains de chasse, des endroits pour identifier de nouvelles cibles. Je devais tout documenter. Les ordinateurs contenaient 20 ans de preuves organisées avec une précision bureaucratique. Dossier après dossier, feuille de calcul après feuille de calcul. Une entreprise criminelle déguisée en ministère. J'ai ouvert un fichier intitulé « Registre principal » et j'ai découvert toute l'étendue de leur opération. 17 victimes âgées sur 2 décennies, 43 millions de dollars volés, tous passés par les comptes légitimes de l'église méthodiste de Riverside avant de disparaître dans des avoirs offshore aux îles Caïmans. Mais la famille Reeves n'avait pas seulement volé de l'argent. Ils avaient volé des derniers moments, des derniers mots, des réconciliations familiales. Un fichier contenait des enregistrements audio. J'ai cliqué sur « Session finale Harold Beckman ». La voix du pasteur Reeves a rempli la pièce, cochant un homme à peine conscient pour signer des documents. « Dites-le après moi, Harold. Je laisse tout à l'église. » Une voix faible et droguée a répondu « Je laisse tout à l'église. » Bien, Harold. Ta femme attend au paradis. Elle est si fière de toi. Un autre enregistrement intitulé « Résistance est-elle Crenshaw ?» La voix d'une femme âgée, plus forte que les autres, remettait en question les changements. J'ai promis à ma petite fille qu'elle pourrait aller à l'université. Le pasteur Reeves a répondu doucement. L'éducation est temporaire, est-elle? Le salut est éternel. Nieriez-vous aux autres la chance d'aller au paradis pour l'ambition mondaine d'une seule fille? L'enregistrement a continué pendant 40 minutes. Reeves brisant sa résistance avec des citations bibliques tordues en armes jusqu'à ce que, finalement épuisée, elle accepte. Les images de sécurité étaient tout aussi accablantes. Une vidéo du mois dernier montrait les 3 hommes dans cette même pièce, des coupes de champagne levées. Le pasteur Reeves riait, son masque public complètement disparu. Léonard mort, notre baleine blanche. 8 millions. Je vous avais dit que ce brandy dans son bureau paierait. Le docteur Wendell a ajouté, la dose de morphine était parfaite, assez conscient pour signer, trop altéré pour résister. Jérôme a trinqué son verre contre les leurs. L'évaluation de la compétence était mon chef-d'œuvre. Aucun tribunal ne l'annulera. J'ai trouvé leur prochaine cible dans un fichier appelé « Pipeline ». 3 noms avec des profils détaillés. Augusta Bellwether, 91 ans, début d'Alzheimer, 7 millions d'investissements pétroliers. Roderick Chen, 85 ans, maladie rénale en phase terminale, 4 millions de biens immobiliers. Dorothy Fitzgerald, 88 ans,
isolée, déprimée, 12 millions d'héritage de l'empire automobile de son défunt mari. À côté de chaque nom, une désignation de phase. Augusta était en phase 3, contrôle médical établi. Les autres étaient en phase 2. Mon téléphone a fini de charger. Il était 4h47 du matin. Je devais agir vite. En utilisant l'Internet au débit de l'église, j'ai commencé à tout télécharger sur plusieurs services cloud, créant des redondances qu'ils ne pourraient jamais supprimer complètement. Google Drive, Dropbox, iCloud, des serveurs en Islande spécialisés dans la protection des lanceurs d'alerte. Les relevés bancaires sont allés à la division des crimes financiers du FBI via leur portail de dénonciation anonyme. Les enregistrements audio sont allés à l'unité de lutte contre la maltraitance des personnes âgées du procureur général de l'État. Les vidéos sont allées à tous les principaux médias de l'Ohio. Mais j'ai aussi gardé les fichiers originaux, téléchargeant tout sur 2 clés USB que j'ai trouvées dans le bureau. Une pour la police, une pour l'assurance. Au fur et à mesure des téléchargements, j'ai photographié chaque document physique dans les classeurs avec mon téléphone, créant une autre sauvegarde. Page après page de notes manuscrites, de testaments signés, de dossiers médicaux qui violaient toutes les lois sur la vie privée imaginable. À 5h23 du matin, j'ai entendu une porte claquer à l'étage. Des bruits de pas, plusieurs paires. Ils arrivaient. J'ai empoché les 2 clés USB et j'ai continué à photographier, déterminé à documenter tout ce qui était possible. Les bruits de pas ont atteint la porte du sous-sol. J'ai reconnu la voix du pasteur Reeves. L'alarme silencieuse s'est déclenchée il y a 1 heure. Quelqu'un est dans la salle des opérations. Salle des opérations. Pas salle de prière. Pas débarras. Salle des opérations. La porte cachée s'est ouverte. Le pasteur Dalton Reeves est entré le premier. Toujours en pyjama et manteau de laine. Ses frères suivaient. Quand ils m'ont vu au bureau, entouré de leurs crimes, le visage du pasteur Reeves a subi une transformation que je n'oublierai jamais. Confusion, reconnaissance, peur, puis calcul froid, tout en 3 secondes. Bradley, sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je lis comment vous avez assassiné l'âme de mon père avant que son corps ne lâche, ai-je répondu en brandissant ses notes manuscrites sur l'acquisition de Leonard Morse. Le docteur Wendell s'est avancé, essayant de faire preuve d'autorité. Vous êtes en violation de propriété. C'est une effraction. Vous commettez un crime. En fait, j'enquête sur 1, ou 17, selon la façon dont vous comptez les victimes. Jérôme, l'avocat, est immédiatement passé en mode gestion de crise. Quoi que vous pensiez avoir trouvé, personne ne croira un fils aigri et déshérité qui s'est introduit dans une église pour fabriquer des preuves contre le pasteur qui a essayé d'aider son père à trouver la paix. Ils croiront ça, ai-je dit en tournant le moniteur d'ordinateur vers eux. La vidéo de leur toast au champagne jouait, leur propre voix les condamnant. Ils croiront les agents du FBI qui ont déjà des copies de tout. Ils croiront les équipes de nouvelles qui seront là dans quelques heures. Le masque du pasteur Reeves s'est finalement complètement brisé. Sa compassion étudiée a disparu, remplacée par une rage désespérée. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Ça va au-delà de nous. Il y a des gens puissants, qui bénéficient de notre travail. Ils ne te laisseront pas détruire ça. Vous voulez dire les membres du conseil de l'église que vous avez soudoyés? J'ai ouvert un autre fichier montrant des paiements aux membres du conseil pour leur silence. Ou le conseiller municipal dont la mère a mystérieusement tout laissé à l'église après que vous ayez fourni ses soins palliatifs? Le docteur Wendell s'est jeté sur l'ordinateur, essayant de détruire les preuves. Je m'y attendais. Ma main était déjà sur mon téléphone. Le 911 composé est prêt. J'ai appuyé sur envoyer et haut-parleur en un seul mouvement. 911, quelle est votre urgence? Ici Bradley Morse. Je suis dans le sous-sol de l'église méthodiste de Riverside au 451 Oak Street. J'ai découvert des preuves d'une vaste opération de fraude ciblant les membres âgés de l'église. Les auteurs sont ici maintenant, et l'un d'eux vient de m'agresser en tentant de détruire des preuves. Nous envoyons des unités immédiatement. Êtes-vous en danger? 3 hommes sont ici. Le pasteur Dalton Reeves, le docteur Wendell Reeves, et Jérôme Reeves. Ils ont volé 43 millions de dollars à 17 victimes âgées sur 20 ans. Jérôme a saisi les bras de son frère, les instincts d'avocat prenant le dessus. Ne dis rien. Ne touche à rien. Mais le pasteur Reeves était au-delà de la raison. Tu ne comprends pas, Bradley.
Ton père voulait ça. Il voulait laisser un héritage. Son héritage était censé être sa famille et l'entreprise qu'il a bâtie, pas vos comptes offshore aux Caïmans. Les sirènes étaient audibles maintenant, se rapprochant. Le pasteur Reeves a fait une dernière tentative de manipulation, sa voix revenant à ce ton pastoral étudié. Bradley, nous pouvons arranger ça. Il y a de l'argent mis de côté, une partie que nous gardons pour des situations comme celle-ci. 2 millions en liquide, non traçable. Tu pourrais reconstruire ta vie, récupérer ton fils, repartir à zéro. La vie de mon père valait plus que de l'argent. Toute leur vie valait plus que de l'argent. La police a fait irruption par la porte du sous-sol, arme au poing, les officiers inondant la pièce. Tout le monde, les mains où on peut les voir. Alors qu'il menottait le pasteur Dalton Reeves, il m'a regardé avec une haine pure. Ton père est mort en croyant qu'il était sauvé. Non, ai-je répondu en les regardant le conduire vers les escaliers. Il est mort en croyant à vos mensonges. Mais son véritable héritage, son salut réel, c'est que sa mort sauvera tous les autres que vous prévoyiez de détruire. Le FBI est arrivé 1 heure plus tard, saisissant chaque ordinateur, chaque dossier, chaque morceau de papier dans cette pièce. L'enquêteur principal, l'agent Sarah Vulcar, m'a pris à part. Les téléchargements que vous avez envoyés correspondent à ce que nous trouvons ici. C'est l'une des plus grandes affaires de fraude envers les personnes âgées que nous ayons jamais vues. Vous nous avez donné tout ce dont nous avons besoin. Alors que le soleil se levait sur Riverside, des camionnettes de nouvelles se sont rassemblées devant l'église. À midi, l'histoire serait nationale. Un pasteur de l'Ohio a dirigé un réseau de fraude de 20 ans ciblant des paroissiens mourants. Le titre s'écrivait de lui-même. Mais la vérité était plus complexe que n'importe quel titre ne pourrait le capturer. Il s'agissait de la confiance transformée en arme, de la foi monétisée, et de l'amour exploité par des hommes qui comprenaient que les moments les plus vulnérables de la vie sont aussi les plus rentables. Les images de l'arrestation sont devenues virales en quelques heures. 3 hommes menottés conduits hors d'une église à l'aube. Le pasteur Dalton Reeves en pyjama et manteau de laine essayant de cacher son visage aux caméras. Le soir, les présentateurs de nouvelles à travers le pays l'appelaient « l'arnaque du salut » et les journalistes campaient devant ma chambre de motel, désespérés d'obtenir des interviews. J'ai fait une seule déclaration à la presse. Mon père et 16 autres personnes âgées sont morts en croyant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Ils méritent la justice, pas la publicité. Le procès a duré 4 mois. J'ai témoigné pendant 3 jours, guidant le jury à travers chaque document, chaque enregistrement, chaque manipulation calculée. La procureure, Elizabeth Hartley, l'a qualifiée de plus vaste affaire de fraude envers les personnes âgées de l'histoire de l'Ohio. Elle a fait jouer l'audio des derniers moments de Harold Beckman, et 2 jurés ont pleuré. Elle a montré la vidéo du champagne, et le reste avait l'air dégoûté. Quand le pasteur Reeves a témoigné pour sa propre défense, affirmant qu'il croyait sincèrement faire une œuvre divine, Hartley l'a détruit avec ses propres notes manuscrites sur les stratégies d'acquisition et les marges bénéficiaires. Les verdicts sont tombés un mardi. Le pasteur Dalton Reeves, coupable sur tous les chefs d'accusation, condamné à 35 ans de prison fédérale. Le docteur Wendell Reeves, coupable, 20 ans. Jérôme Reeves, coupable, 20 ans. Le juge, Harold Morrison, un homme qui avait fréquenté des églises méthodistes toute sa vie, a prononcé une déclaration cinglante. Vous avez perverti la foi en une arme, la confiance en un piège, et la compassion en un commerce. Vous avez volé plus que de l'argent. Vous avez volé des derniers moments de clarté, des dernières chances de réconciliation, et la paix qui devrait accompagner l'approche de la mort. Le gouvernement a saisi tous leurs actifs en vertu des lois fédérales sur le racket, maisons, voitures, comptes bancaires, même la collection de Bibles de première édition du pasteur Reeves, qui s'est avérée valoir 200 000 $. Le FBI a retrouvé $1 million aux îles Caïmans, gelées avant qu'ils ne puissent disparaître. Tout a été liquidé pour la restitution aux victimes. 19 familles se sont manifestées pendant l'enquête, pas 17. 2 victimes que je n'avais pas trouvées dans les dossiers. Margaret Yates et Franklin Donagh. Tous 2 morts depuis 5 ans. Leur famille était méfiante mais manquait de preuves auparavant. Le décompte final était de 47 millions de $ volés sur 22 ans. Le processus de restitution a pris 8 mois. Avocats, agences gouvernementales, revendications concurrentes de parents éloignés qui se souciaient soudainement de leurs tantes et oncles décédés. Au final, j'ai récupéré 3 millions de $ de l'argent de mon père. Pas les 8 millions complets, mais assez.
Le gouvernement a conservé des registres détaillés de la destination de chaque centime, s'assurant que les victimes de la famille Reeves ou leurs héritiers légitimes reçoivent quelque chose. J'ai utilisé une partie de l'argent pour racheter l'un des magasins de quincaillerie de mon père à la chaîne. Le plus petit, l'original, où Léonard Morse a commencé à balayer les sols en 1963. Je l'ai vidé, rénové, et rouvert sous le nom de Morrison & Son Hardware. Derrière la caisse, j'ai accroché le portrait de Léonard avec une plaque en laiton. Léonard Morse, 1942 à 2022. Un homme bon qui a fait confiance aux mauvaises personnes. Son héritage vit dans le travail honnête et le commerce équitable. Mélodie est venue de Seattle pour la grande réouverture. Elle a amené ses jumeaux, qui n'avaient jamais vu le monde de leur grand-père. Alors qu'elle m'aidait à approvisionner les étagères, elle a dit quelque chose qui me reste. Papa serait fier que tu te sois battu pour lui, Bradley. Il était perdu à la fin, mais tu l'as retrouvé. J'ai trouvé son argent, ai-je corrigé. Je n'ai pas pu le trouver à temps. Non, a-t-elle dit en arrangeant les marteaux en exposition. Tu as trouvé son histoire. Tu as fait en sorte que tout le monde sache qu'il était une victime, pas un imbécile. Ça compte. Denise a amené Trevor à la réouverture. Notre divorce était final, mais elle s'était adoucie après le procès, après avoir vu les preuves de la manière dont la famille Reeves nous avait complètement détruits. Trevor, maintenant âgé de 17 ans, travaillait au magasin les week-ends. Un samedi, alors que je lui apprenais à mélanger de la peinture comme son grand-père m'avait appris autrefois, il a demandé, « Penses-tu que grand-père savait à un certain niveau ce qui se passait ?» Je pense que la morphine et le cancer lui ont enlevé la capacité de savoir, ai-je dit. Mais je pense aussi que quelque part au fond de lui, il était toujours l'homme qui a construit cet endroit. C'est cet homme que je choisis de me souvenir. 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre de la prison fédérale. Le pasteur Dalton Reeves voulait le pardon. Il avait trouvé la vraie foi dans sa cellule, rejoint une étude biblique, compris ses péchés. Il citait les Écritures sur la rédemption et les secondes chances. Il disait que mon père voudrait que je pardonne. J'ai lu la lettre une fois au comptoir du magasin, le portrait de Léonard veillant sur moi. Puis je l'ai passé à la déchiqueteuse, regardant ces mots manipulateurs se transformer en confetti. Certaines absolutions n'étaient pas à moi de donner. Certains péchés résonnaient plus longtemps que n'importe quel sermon. Mon père est mort en croyant à des mensonges, et aucune conversion en prison ne pouvait défaire cela. La quincaillerie a prospéré. Il s'est avéré que les gens voulaient acheter dans un endroit avec une histoire, avec la survie intégrée dans ses fondations. Les entrepreneurs qui avaient connu Léonard sont revenus. De nouveaux clients sont venus parce qu'ils avaient entendu parler de notre lutte contre la corruption. J'ai embauché 2 des petits-enfants de Harold Beckman, leur donnant les emplois que l'argent volé à leur grand-père aurait dû leur fournir. Je me suis remarié 3 ans plus tard. Rachel, ironiquement, mon avocate de divorce, qui m'avait vu au pire de ma forme et pensait toujours que je valais une seconde chance. Nous avions des dîners dominicaux avec Trevor, la famille de Mélodie quand il venait, et la fille de Rachel de son premier mariage. Personne ne disait le Bénédicité. Personne ne mentionnait l'Église. Nous avions appris que la foi était personnelle, pas performative, et que la famille signifiait être là quand tout s'effondrait. Parfois, les clients me reconnaissent grâce à la couverture médiatique. Vous êtes le gars qui a dénoncé ce pasteur, disent-ils. Je hoche simplement la tête et j'encaisse leurs achats. Je recommande peut-être un grain de papier de verre différent ou une meilleure mèche de perceuse. L'histoire est terminée pour moi. Mais chaque soir après la fermeture, je regarde le portrait de Léonard et je lui donne les chiffres des ventes du jour, les histoires drôles de clients, les petites victoires du commerce honnête. On les a eues, papa, j'ajoute parfois. Ils ne peuvent plus faire de mal à personne. Augusta Bellwether, l'une des victimes du pipeline que j'ai découverte dans leur dossier, est venue au magasin le mois dernier. 93 ans maintenant, vive comme jamais, malgré le diagnostic d'Alzheimer qui l'avait marqué comme une cible. Sa petite fille l'a amenée pour des fournitures de jardin. Vous m'avez sauvé la vie, a dit Augusta en me serrant la main avec une force surprenante. Pas mon argent, bien que ça compte, mais ma vie. Mes dernières années m'appartiennent, pas à eux. C'est le véritable héritage de cette histoire. Pas l'argent récupéré ou la justice rendue, mais les vies qui n'ont pas été volées. Les dernières années qui sont restées intactes. Les morts qui ont pu se produire avec dignité au lieu de tromperie.
Le bâtiment abandonné de l'église méthodiste de Riverside a été vendu aux enchères l'année dernière. Un groupe de théâtre communautaire l'a acheté, prévoyant d'en faire un espace de spectacle. Ils m'ont invité au lancement de la rénovation. J'ai décliné. Certains endroits gardent trop d'histoire, trop de douleur. Mais j'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé le nom de mon père sur un banc, gravé là de sa propre main quelque temps dans sa dernière année. Ils l'ont préservé, un monument à une foi mal placé mais sincère. Cette histoire pourrait se terminer par le pardon, la rédemption, une résolution nette qui enveloppe la douleur dans un but. Mais la vraie vie résiste aux fins propres. Le pasteur Dalton Reeves mourra en prison. Le docteur Wendell Reeves a été diagnostiqué avec un cancer en détention fédérale, une ironie trop amère pour être savourée. Jérôme Reeves a perdu sa licence d'avocat, sa femme, sa réputation. La justice peut-être, mais pas la satisfaction. Ce que j'ai à la place est plus simple. Une quincaillerie qui sent la sûre et la possibilité. Un fils qui apprend le métier. Une sœur qui appelle plus souvent, une femme qui comprend que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. J'ai des dimanches matins qui m'appartiennent, pas à la performance ou à la prétention. Et j'ai la connaissance que lorsque le mal s'est habillé de droiture et est venu pour ma famille, je ne l'ai pas laissé gagner. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous savez qu'il ne s'agit pas seulement d'argent ou de crime. Il s'agit de confiance, la monnaie humaine la plus fragile et la plus nécessaire. Gardez la vôtre précieusement. Remettez en question quiconque prétend que Dieu a besoin de vos biens terrestres. Et souvenez-vous que parfois le plus grand acte de foi est d'exposer ceux qui l'exploitent. Je m'appelle Bradley Morse. Mon père était Léonard Morse. Il a bâti un empire de quincaillerie de ses mains et l'a perdu à des mains jointes dans une fausse prière. Mais son véritable héritage n'est pas ce qui a été volé. C'est ce qui a survécu. La connaissance que la vérité, comme du bon bois, reste solide sous la pression. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si cela vous a aidé, vous ou quelqu'un que vous connaissez, à reconnaître les signes d'abus financiers envers les personnes âgées, veuillez la partager. Commentez ci-dessous si vous avez vécu quelque chose de similaire car ces prédateurs existent partout, portant des masques différents mais jouant le même jeu. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de gens ordinaires confrontés à une injustice extraordinaire et qui se défendent. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire. Se défendre, dire la vérité, et espérer que quelqu'un nous entende.